Je pense que d'abord, effectivement, il est important de réaménager avec comme boussole l'ordre. Pourquoi? Parce que d'abord, ça permet évidemment l'orientation du jeune enfant que nous allons inviter à être autonome dans cet espace de classe, mais aussi parce que ça va organiser toutes les impressions du monde que nous voulons lui proposer. D'abord, nous les choisissons, ces impressions du monde que nous voulons lui proposer, mais après ce choix minutieux, soigneux, bienveillant, eh bien, nous allons mettre en ordre cette activité pour qu'elle puisse être attrapée par l'enfant de la manière la plus efficace possible. Et ça va jusque, ça ne va pas seulement se jouer qu'au niveau des étagères. Vous savez, on va avoir tendance à ranger les activités par thème, classique, d'accord ? A priori, on va en parler, mais enfin, c'est quand même assez logique pour le coup. Donc le langage, les mathématiques, la construction, les arts, etc. Mais aussi dans le plateau. En fait, le réaménagement, c'est pas que, quelque part, on a déjà commencé à le voir là avec le tri des activités, mais le réaménagement, dans ce qu'il reste, c'est le réaménagement du mobilier, mais le réaménagement des activités aussi. Comment on les réaménage? Et je pense à ça, l'ordre et la logique dans le réaménagement des activités, parce que justement, je pensais à Marie, qui m'avait fait beaucoup rire quand on était en train de trier tout son matériel dans une de ses étagères, donc que je revois très très bien dans sa classe. Elle sort une activité qu'elle avait préparée, puis comme elle est très créative, c'était une très jolie activité, et elle avait mis, vous savez, il y avait des petites choses plastifiées qu'il fallait mettre sur des cases, mais ces petites choses plastifiées, ces petits carrés plastifiés, étaient mis dans des enveloppes avec l'activité pour que les enfants puissent avoir les petites étiquettes bien ordonnées par enveloppe. Puis quand elle a sorti l'activité quand on défaisait tout, elle s'est aperçue que les enveloppes étaient collées. Ben oui, c'est logique. Alors ça nous a fait rire, mais en même temps, on induit quelque chose chez les enfants qu'après, si on n'a pas le repos nécessaire ou le discernement nécessaire, on irait les disputer pour ça. Mais oui, mais si on met des enveloppes, évidemment qu'ils vont les coller. Ça sert à ça. Ça ne sert pas à mettre des étiquettes plastifiées pour faire un tableau à double entrée. Ils ont raison. Donc, c'est jusque dans ces détails-là. Et vraiment, le temps qu'on prend, toute cette attention qu'on prend au départ, et donc ce temps qu'on prend au départ, c'est pas du temps de perdu, c'est vraiment un investissement. On le gagne par la suite. En énergie aussi, on le gagne en énergie. On ne rentre plus dans un conflit un peu stupide avec les enfants qu'on a nous-mêmes généré, en fait. Dans ce réaménagement, on essaie de veiller, dans la mesure du possible avec ce qu'on a dans la classe, à avoir des étagères qui ne soient pas trop hautes, parce que autant il faut que l'environnement soit ordonné, mais il faut aussi qu'il soit adapté à la taille et à la force des enfants, mais à la taille. Donc quand on est dans des toutes petites classes, avec des enfants de première maternelle par exemple, on ne va pas mettre des étagères d'1,20 m avec des plateaux jusqu'en haut. L'idéal, ça se rapprocherait d'une hauteur de 70-80 cm, avec l'étagère la plus haute, 80 cm. Il vous suffit simplement, justement comme une des enseignantes me le disait il n'y a pas longtemps encore, Vania me disait, ou Vanessa, je ne sais plus, il suffit pour savoir si quelque chose est juste dans l'aménagement de votre classe, eh bien de marcher à quatre pattes, enfin, vous voyez, sur les genoux. Puis vous voyez si ça fonctionne ou pas. Quand on est en 2e, 3e maternelle, si on est chez les plus petits, il faut encore se baisser. On rampe. Je vous passe la période de grand tri et de grand chamboulement qu'on a eu dans la classe de Vania, là. Donc c'est une classe de 2e maternelle, donc oui, c'est très épuré. Donc c'est vraiment juste après la phase de tri. Donc Vania a placé les activités qu'il restait sur des étagères basses, ou plus ou moins basses. Il y a un petit bac avec des tapis que vous pouvez voir, indispensable. Il est donc à droite. Et puis, elle a commencé à remplacer les tables collectives par des tables individuelles. C'est vraiment important au début surtout, au début.
quand les enfants n'ont pas encore de bonnes fonctions exécutives, ils n'ont pas une bonne capacité à focaliser leur attention. Alors, si on met des tables collectives, ils vont être appelés par la distraction. Au début, il faut leur permettre de pouvoir s'isoler. Comme ça, leur attention exécutive peut se construire. Et quand elle est construite, alors ensuite, on peut remettre peut-être une ou deux tables collectives, une table collective. Ils pourront gérer ça. Ils auront un contrôle inhibiteur suffisant pour le faire. C'est marrant parce que quand j'ai passé un certain temps quand même dans cette classe, et je n'ai pas eu le sentiment qu'il y avait besoin de... Il y a quand même beaucoup de gris dans cette classe, en fait. Je le vois en photo, je ne l'avais pas du tout vu en étant dans la classe, parce qu'au contraire, on voit le vert. C'est une classe qui est assez lumineuse, on s'y sent vraiment bien, qui est très gaie. Et là, en photo, on se dit, mais il y a beaucoup de gris quand même. Ça mériterait presque de demander à la ville de venir remettre un coup de peinture. Mais en tout cas, c'est une classe qui va peut-être bientôt se transformer en une classe double. Vous voyez la petite porte là-bas, ouverte? C'est une autre classe, derrière, de Vanessa, qui est aussi en deuxième maternelle. Et peut-être que voilà, il y a quelque chose qui va s'organiser, ce qui permettra d'avoir un domaine d'activité ou plusieurs domaines d'activité dans une salle et d'autres dans une autre salle. Je vois des petites, j'y pense maintenant, je vois des petites balles de tennis sous les chaises. Alors ça, c'est vraiment le système D qui est très bien quand on n'a pas le temps. Peut-être que l'étape suivante, c'est de la feutrine. C'est fait? C'est fait. Ça ne tient pas la feutrine? Ah. Parce qu'à Gennevilliers, ça tenait jusqu'à un certain temps. Effectivement, on en remettait ensuite. Ça dépend si les personnes qui lavent les pieds de chaise. C'est ça. C'est pour ça que nous, ça s'en allait tout le temps. Et quand on a demandé d'arrêter de laver les pieds de chaise, eh bien, on les a gardés longtemps. C'est peut-être aussi simple que ça. Ce qui est intéressant dans cette organisation, il y a un tapis marron qui délimite l'endroit où les enfants vont pouvoir jouer. Là, il y a un petit jeu de construction, mais ça délimite l'espace. C'est là, voilà, c'est l'endroit des caplas, et puis c'est pour un enfant, a priori, 2 max. Parce qu'ils ne peuvent pas de toute façon tenir à plus. Donc c'est une façon très intelligente et indirecte de circonscrire un peu et de contrôler ce coin qui peut parfois être bruyant, mais voilà, sans être dans un comportement dirigiste et direct. On travaille par l'indirect, en douceur, mais c'est pensé, c'est réfléchi. On aurait tout à fait pu là garder une. D'ailleurs, c'est peut-être ce qui est. Non, c'est pas le cas là-bas. Mais pour les enseignants, parce que là, c'est une classe où les enfants sont totalement autonomes toute la journée. Pour les enseignants qui ne se sentent pas de faire ça, qui ne trouvent que ça ne leur correspond pas ni aux enfants avec qui ils travaillent, eh bien, vous pouvez laisser une table collective. Pourquoi pas? Marie le fait dans sa classe. Une table collective avec 4, 5 enfants. Et puis, à cette table-là, vous donnez une activité que vous avez préparée. Vous la donnez. Et puis, quand les 5, 4 enfants ont terminé cette activité, d'autres vont la faire. Mais dans la journée, tout le monde passe à l'activité, par exemple, que vous avez proposée pour la journée. Pourquoi pas? Quand on commence, quand on démarre, si ça peut rassurer, et pas que vous, ça rassure aussi les enfants, parfois. Ça peut rassurer les enfants. Donc, voilà, on peut envisager ça aussi. Et puis, il y a aussi autre chose que je trouve intéressant, c'est l'îlot au centre. Parce qu'à un moment donné, quand on place les étagères le long du mur, on se retrouve coincé parce qu'il n'y a plus assez de place. Eh bien, et souvent, placer une étagère en plein milieu avec une partie, le dos de l'étagère qui tourne le dos à la classe, c'est pas très agréable. Donc ce qui est intéressant, c'est quand on a des étagères qui ne sont pas très profondes. Donc là, je pense que celles-ci, elles font 40 cm, 45 cm de profondeur. Et quand on les colle les deux mêmes dos à dos, du coup, ça fait un îlot. Donc l'espace n'est pas perdu. Les enfants peuvent circuler autour, il y a des étagères. Et puis surtout, si, comme Vania l'a fait très intelligemment, regardez, c'est que de l'autre côté de l'îlot, il y a un autre tapis. Donc tout est utilisé. Un autre tapis avec des caplas, des petites fiches de construction. Donc tout ça, ça invite vraiment à l'ordre. Et surtout, ça évite ça. Pourquoi? Je parle de ça parce que
j'ai adoré, ce moment passé en présence de cette enseignante, parce que sa première question, une de ses premières questions, c'était mais comment je fais parce que j'ai ces enfants de 2e ou 3e maternelle, je ne me souviens plus, c'est toujours les mêmes enfants, ces mêmes petits garçons qui viennent jouer aux activités, qui font des jeux de construction en plein milieu de la classe, qui font du bruit, ils s'agitent, voilà, c'est pas constructif pour eux et pour le reste du groupe. Mais quand on regarde, on se recule un tout petit peu, on regarde ce qui se passe. Mais c'est une invitation royale à aller se mettre en plein milieu de la classe. L'ellipse, là, vous voyez, le tapis, c'est en plein milieu de la classe. Évidemment, en fait, ils vont forcément aller là pour faire des jeux de construction. Et puis, ça, c'est la première chose. Donc, ils vont là en plein milieu parce qu'ils y sont invités. C'est souvent comme ça, hein. Vous verrez, pour l'instant, dans toutes les classes que j'ai pu visiter, toutes les expériences que j'ai pu faire avec les enfants jusqu'à présent, je n'ai aucun contre-exemple. À chaque fois, c'est une question de malentendu. Pour l'instant, vraiment. Donc, première chose, ils y sont invités. Deuxième chose, j'ai vous dit, ok, très bien, ils ne vont pas ailleurs, mais qu'est-ce qui leur est proposé ailleurs? Et je demande à cette enseignante, montre-moi. Et je vois sur l'étagère, et oui, évidemment qu'ils restent sur le tapis à jouer aux jeux de construction. C'est pas du tout assez stimulant pour eux. Ou ce n'était pas assez stimulant, parce que ça se sent. Je veux dire, quand on travaille avec les enfants, on commence à sentir ceux qui ont besoin d'être vraiment nourris. Donc, ou ce n'était pas assez stimulant, ou c'était des enfants qui n'avaient pas assez de contrôle inhibiteur, et les activités qu'on leur proposait étaient des activités trop minutieuses, mais vraiment trop, ou trop déjà dans les fondamentaux, presque trop abstraites. Ils n'allaient pas aller là-bas. Donc en fait, pourquoi se ruaient-ils en plein milieu de la classe à faire des jeux de construction? 1, parce qu'ils y étaient invités. 2, parce qu'ils n'avaient rien d'autre à faire. Pour eux, de leur point de vue. Et là, si on prend les enfants et qu'on leur dit « Mais écoute, cette activité-là, ça va, tu l'as déjà fait hier, encore ce matin, peut-être maintenant tu vas essayer de faire autre chose. Et si on passe notre temps à faire ça, il va y retourner. Et on ne réglera jamais le problème, on sera toujours sur le symptôme. » Donc c'est vraiment important parfois de s'arrêter, de regarder et d'inviter aussi des collègues dans sa classe et dire voilà, mon problème c'est ça là, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce qu'il y a peut-être quelque chose qui m'a échappé? D'abord, en premier lieu, c'est toujours ça qu'il faut se poser comme question. Qu'est-ce qui m'a échappé? Qu'est-ce qui m'échappe? Il y a forcément quelque chose qui va au moins atténuer. Et ça se trouve souvent dans l'aménagement. La façon dont vous aménagez l'espace, ce sont des invitations. Ce sont des invitations à l'ordre ou au désordre, à l'attention ou à l'inattention. Je reviens dans la classe de 2e maternelle de Vania. Donc là, c'était les étagères d'activités pratiques, donc bien organisées par thème. Le petit coin de la table créative, vous savez, avec les petits tiroirs, avec des petites choses proposées aux enfants pour qu'ils puissent créer des choses librement. D'ailleurs, on y reviendra, c'est assez intéressant. Là, c'est un coin avec une table à dessin. C'est ça, dessin libre à gauche, et puis un meuble avec matériel sensoriel de construction et du matériel Grims qu'on est en train de tester dans la classe de Vania, justement. Et donc le coin construction sensorielle, hop, la petite table créative, et à côté de la table à dessin, les formes à dessin. Ce que je trouve vraiment intéressant dans cette organisation, pour moi, en plus, qui n'ai pas pu y retourner dans la classe depuis qu'on a fait un grand tri ensemble, et puis ensuite Vania a continué ce tri, et puis je n'avais pas vu la classe, et ce que je trouve vraiment intéressant, c'est que vraiment, pour moi, c'est frappant quand j'ai vu les photos qu'elle m'a envoyées, c'est qu'on sent que tout est choisi avec soin. Tout est réfléchi. Ça se sent. Et les enfants vont le sentir. On n'entre pas et on ne se comporte pas de la même façon dans une classe comme celle-ci que dans une autre. Ah, ok. Ils vont peut-être même chercher à comprendre comment ça fonctionne, parce qu'ils voient bien qu'il y a du sens. Ça invite immédiatement à l'ordre.
Parce qu'en plus, il y a peu d'activités, mais elles sont choisies. Et on sent ce choix, on sent cette attention, cette présence même encore qu'on perçoit dans ces activités et dans cet aménagement. Coin mathématique, derrière on perçoit un coin de langage. Bon voilà, donc vous voyez un petit peu comment on pourrait organiser tout ça avec des petits coins à thème, des étagères basses. Ensuite, maintenant, personnaliser. On s'approprie les choses avec discernement. Et bien sûr, tout ça n'est pas exhaustif. De toute façon, ça ne peut jamais être exhaustif. Tout est en construction permanente. Peut-être dans 2 semaines, Vania mettra un petit coin d'écoute ou de musique, et puis un coin d'argile, je ne sais pas, un coin avec des créations régio. Vous voyez, ça évolue. Ne prenez pas les choses, surtout pas, en tout cas dans ce qui est dit ici, comme quelque chose qui est figé et qui aboutit. On cherche. Et en plus, c'est susceptible de changer à n'importe quel moment parce que, comme me le disait si justement Marie la dernière fois, c'est qu'un enfant, une année, arrive dans la classe ou en plein milieu de l'année et c'est terminé. Il nous montre qu'il y a des choses qui ne vont pas. Parce que peut-être qu'il a plus besoin d'être nourri que les autres. Et hop, il faut... Marie m'expliquait, voilà, j'avais des tables toutes à peu près à la même hauteur, et puis j'avais un enfant qui ne supportait pas ça, et ben j'ai dû retirer une table, en mettre une... Et elle a fabriqué elle-même une table basse avec ses petits trous, et puis ça l'a posée, ça a aussi créé une autre ambiance dans la classe qui était plus favorable pour tous. Donc de toute façon, les choses sont susceptibles de changer tout le temps, si on est à l'écoute des messages que nous envoient les enfants. Et prenez votre temps. Prenez votre temps. Toute l'année, ça va évoluer, et ça va même évoluer l'année suivante et l'année d'après. En fait, vous êtes en chemin. Vous avez juste commencé un chemin. Et a priori, il n'y a pas de point d'arrivée, en fait. Puisqu'on ne va faire qu'évoluer avec ce que l'on est, la manière dont nous évoluons nous aussi, les enfants qui arrivent dans la classe, etc. J'ai reçu des mails d'enseignants qui me disaient « mais du coup, je n'ai plus beaucoup de matériel, j'ai des étagères vides, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je les sors? Est-ce que je les laisse vides? Est-ce que... » D'abord, vous faites ce que vous sentez. Il n'y a pas de bonne réponse, déjà. Je peux juste vous dire comment moi j'ai fonctionné. Effectivement, quand j'ai démarré à Gennevilliers, au début, je n'avais pas du tout le matériel, du tout. Mais j'avais à peu près en tête une organisation spatiale avec des petites étagères que j'avais positionnées, donc il y en avait qui étaient vides. C'est pas grave. Ça va arriver. Puis la semaine suivante, ça se trouve, l'étagère sortira parce qu'on se dit qu'en fait, ce coin-là, ça ne va pas. Ça va bouger. Ça va constamment bouger. Il n'y a rien de juste. Enfin, il n'y a rien de figé. Non, parce que je dis juste parce que quand je suis rentrée dans certaines classes, on me dit je ne sais pas si c'est juste. Ça se trouve, c'était juste hier. Peut-être qu'aujourd'hui, ça ne l'est pas. Peut-être que ça ne l'est pas aujourd'hui, mais que ça le sera demain. On ne sait pas. Voilà. La réponse, ce n'est pas nous qui l'avons finalement, c'est ce que j'essaie de dire peut-être maladroitement. La réponse, elle nous sera donnée par les enfants. La manière dont ils se comportent dans la classe. On saura si c'est juste ou pas. Mais ce n'est pas à quelqu'un d'extérieur de le dire finalement. Ça, c'est la classe de Gennevilliers au mois de novembre de la première année. Je vous le montre parce que ça a beaucoup changé ensuite. Mais je vous le montre pour vous dire qu'il y avait très peu de matériel pour travailler les compétences fondamentales. Et c'est pas grave. Parce qu'au début, notre objectif, c'est de travailler l'autonomie et le développement des fonctions exécutives. C'est même très bien, en fait, qu'il n'y ait pas tout ce matériel-là. Donc là, ce qu'on voit dans la classe, c'est qu'il y avait un coin avec des activités sensorielles, effectivement du matériel Montessori là-bas, au fond de la classe, on le voit ici. Et finalement, j'avais des enfants de première et deuxième maternelle, la première année, et bien ce matériel m'a très peu servi. Parce que pour la plupart des enfants, sauf pour les premières maternelles, mais pour la plupart des enfants de deuxième maternelle, c'était déjà trop tard. C'est que, quand je dis trop tard, c'est qu'ils
ils n'étaient plus intéressés parce que c'était trop facile pour eux déjà. Enfin, ils n'étaient plus dans cette période de développement sensoriel. La période de plasticité sensorielle était déjà derrière eux, bien loin derrière eux-mêmes. Parce qu'elle commence, elle se ferme. Enfin, elle se ferme pas. Donc la plasticité revient à celle de l'âge adulte à 2 ans, sur le développement sensoriel. Donc on est, à partir de 2 ans, dans un affinement sensoriel. Vous vous souvenez du graphique que je vous avais montré? On est dans un affinement sensoriel. Donc oui, quand ils sont en classe d'accueil ou en première maternelle, ils sont encore dans une période d'affinement qui est intéressante. D'ailleurs, on le voit à leurs yeux. Ils sont très concentrés sur ces activités-là. Mais en deuxième maternelle, la plupart, pas tous encore une fois, pas de systématisme, un grand nombre d'enfants, eh bien, ça ne les intéresse plus. Et ce qui est intéressant et ce qui est à relever, c'est qu'ils ne sont plus intéressés parce que c'est trop facile et pourtant ils n'y arrivent pas. C'est que pour leur âge de développement, c'est trop facile de réaliser une gradation d'escalier marron, par exemple. Et pourtant, parce qu'on a loupé des étapes, parce qu'ils n'ont pas pu bien travailler leur fonction exécutive, eh ben, ils n'arrivent pas à grader l'escalier marron. Mais ce n'est pas parce qu'ils n'y arrivent pas là, à ce moment-là, c'est là où il faut avoir du discernement, ce n'est pas parce qu'ils n'y arrivent pas là qu'il faut continuer à leur montrer une activité en disant « oui, mais tu n'y arrives pas ». Tant que tu n'y arrives pas, on ne passe pas à la suivante. Non. Non. Il n'y arrive pas, non pas parce que il est dans sa zone proximale de développement et c'est une difficulté qui est la bonne pour lui et pour développer son intelligence. Là, ce n'est pas le cas. Il n'y arrive pas parce que simplement, il n'a pas eu l'occasion de développer des compétences qu'il aurait dû développer avant. Et comme il n'en est plus du tout là, il ne ressent aucune motivation pour développer ces compétences-là. Et on aura beau insister, la motivation n'étant pas là, il n'y arrivera pas. Il ne le fera pas, en fait, il ne le fera pas. Et là se crée un grand conflit, une grande source de tension. Et on le remarque dans un domaine qui m'est très cher, la lecture. Dans une classe de 3e maternelle, les enfants ne connaissent pas le son des lettres. Parce que je ne crois pas que ce soit au programme, ou ce n'est pas enseigné comme ça traditionnellement. En France, c'est pareil, hein, on donne le nom. Sauf que, en fait, à cet âge-là, ils devraient déjà connaître le son. Si c'est l'année prochaine, en première primaire, qu'on les bassine avec les sons, un son, semaine, comme avec la méthode Piloty, par exemple, non mais on les perd. Parce qu'en plus, on va les bassiner. Tu n'as pas retenu ce son, et on y retourne, etc. Mais parce qu'en fait, c'est tellement facile qu'ils n'ont aucune motivation pour le faire. Et n'ayant plus de motivation pour le faire, ben, ils ne peuvent pas retenir quelque chose d'extrêmement simple. Alors que si nous l'avions donné avant, quand il y avait la motivation pour le faire, ce serait passé comme ça. Et ensuite, ils se seraient mis à fusionner naturellement. Et dans cette classe, je suis venue dans une classe donc de 3e maternelle, et j'ai voulu essayer, parce que je n'avais jamais testé ça. Et je voyais ces enfants, je me disais, j'ai ce sentiment qu'on leur propose, et c'est général, hein, j'ai observé ça aussi en France, mais là d'un seul coup, comme je passe beaucoup de temps dans les classes, ça me paraît évident. Je vois ces êtres surdoués, capables de choses qu'on ne comprend même pas encore. Être là avec des activités qui sont tellement en dessous de leur capacité et ils n'y arrivent pas. Mais ce n'est pas parce que ces activités sont à leur niveau, c'est juste ce que je suis en train de vous expliquer là. C'est qu'ils n'y arrivent pas parce qu'on aurait dû leur présenter avant et maintenant il n'y a plus de motivation. Et comme il n'y a plus de motivation, ils ne retiennent pas. Donc je suis arrivée dans cette classe et je me suis dit, allez, j'essaie. C'est pas grave, je vais peut-être me prendre une bonne gamelle, c'est pas grave, il faut essayer. Et je dis aux enfants, donc avec des enfants, en plus c'est un groupe de garçons où je me dis, bouh, si ça marche pas mon affaire, je vais bien m'en mordre les doigts. Et je dis, bon, ok les enfants, je suis venue ici, je voulais observer votre classe, et puis en fait, je pense qu'il y a des enfants dans la classe qui savent lire. Il me regarde sans trop bouger et je me dis il va falloir que je tienne jusqu'au bout maintenant que j'ai dit ça. C'est trop tard, il faut que j'aille au bout mon affaire.
Et je leur dis, oui, bon, ok, d'accord, vous ne connaissez pas tout à fait le son des lettres, c'est pas grave, moi je vous le donne. Mais vous allez pouvoir commencer à décoder des petits messages. Et là, on est à leur niveau de difficulté. Décoder, fusionner de sons. Effectivement, ils n'ont pas la première mâche, on l'a loupée. Mais on ne va pas les bassiner pendant 2 ou 3 ans à retenir le son des lettres avec des méthodes voilà. On leur donne comme on leur donnerait le prénom d'un copain. Ils vont retenir. Ils sont bien capables de retenir 20 prénoms d'enfants en 10 jours. Ils peuvent bien apprendre de 26 lettres. Ils peuvent le faire en 1 semaine. 26 sons. Donc c'est ce que je dis aux enfants. Je dis, ok, j'écris un petit mot au tableau. J'écris un non-mot, en fait. Au début, j'écris un non-mot, je sais pas, vie, par exemple, VI. Et je leur dis, ça ne veut rien dire, juste j'écris un petit quelque chose que quelqu'un peut lire au tableau. Et puis, évidemment, V, ils connaissent le nom. Je dis, non, ça, c'est le nom. Ce qui est intéressant, c'est le son, pour que vous puissiez accrocher et comprendre le petit message secret que j'ai écrit au tableau. Et puis, voilà, je vous passe un petit peu les détails. Mais au bout d'un moment, à force de donner le son, certains ont lu. Je dis, mais voilà, c'est ça. Et là, ils ont commencé à comprendre à quoi servait l'alphabet. On était en regroupement quand on faisait ce petit jeu. Et ça leur a tellement plu. D'abord, il y en a un qui s'est mis à pleurer en disant « Moi aussi, je veux lire ». Il a fallu que je m'assoie à côté de lui et lui écrire des petits secrets. Même une logopède, Kunti, qui est venue aider cet enfant. Elle a observé cette séquence, cette scène, et donc elle a dit très bien. Et donc elle a dû l'aider. Il a commencé à déchiffrer un petit peu aussi des tout petits non-mots. Et puis c'est toute la classe qui a commencé à prendre des feuilles, à vouloir écrire. La motivation, elle est là. Il n'y a pas besoin d'aller la chercher. Il faut juste se remettre à son niveau, en fait. Tout n'est qu'une question de malentendu. C'est 4 enfants sur 5 qui sont en 5e primaire en Belgique sans réussir à lire un texte correctement. Oui, c'est 4 enfants sur 5. Eh bien, c'est un malentendu. C'est quand même triste. Parce que vraiment, ça ne tient à pas grand-chose. Il faut changer de regard. Alors bien sûr, ils l'ont fait dans une agitation un peu bruyante, mais ils étaient dans l'action, dans l'activité, voilà. Et puis après, ils venaient nous montrer, vous voyez, ça n'arrêtait pas. Ils découpaient leurs petits mots pour le faire lire aux voisins ou à nous, aux adultes. Alors bien sûr, ils écrivent des choses qui ne font pas sens, mais ce qui est intéressant, c'est quand ils nous tendent le ticket à ce moment-là. Et on dit, alors, tu as écrit. Et on lit, on joue le jeu. On leur montre, parce que quand on fait ça, on leur montre ce que c'est de lire. C'est peut-être même d'ailleurs pour ça qu'ils nous le tendent. Ils ne nous le tendent pas pour nous faire un cadeau. Peut-être qu'elle dit, tiens, c'est pour toi. Et nous on dit, ah, merci, c'est gentil, on met dans la petite boîte à secret. Vous savez ? Non. C'est quelque part qu'il est en train de dire, si on essaie de se faire l'interprète de l'enfant, il est peut-être en train de dire, je l'ai écrit parce que j'aimerais bien que tu le lises pour réécouter encore comment ça fait quand on lit. Tu veux bien le faire, s'il te plaît, pour moi ? C'est peut-être juste ça. Et en plus, je le fais pour toi parce que je t'aime beaucoup, je t'apprécie. Et d'ailleurs, ce qui se produit, mais systématiquement pour le coup, quand on assiste à des moments comme ça, où on est en pleine présence avec les enfants et qu'on touche au bon endroit quelque chose, eh ben ça ne loupe pas, ils vous attrapent furtivement, clac, un câlin et ils s'en vont. Et ça s'est passé dans toutes les classes où j'ai pu avoir ces moments un peu de grâce quand même, eh ben, il y a toujours ces suivis immédiatement de ce genre de comportement. Parce qu'à ce moment-là, on peut très bien le corréler avec ce qui s'est passé juste avant. Il y a eu une présence, il y a eu un moment de joie partagée, un moment de confiance aussi. Mais au bon endroit, au bon endroit. Parce qu'on peut dire à l'enfant de 5 ans, j'ai confiance, tu vas apprendre tout le son des lettres, 1 par semaine, j'ai confiance, tu peux le faire. Mais ça ne va pas marcher. C'est la confiance au bon endroit. Dire, dis donc, c'est vrai, tu ne connais pas le son des lettres, ok, c'est pas grave. T'as raison, là, non, on va faire autrement.
je vais te les donner et tu vas les lire parce qu'en fait, tu peux le faire. D'ailleurs, même je sais que tu sais lire. Ah, là, c'est autre chose. En voilà une belle digression. Et justement, je reviens, je vais refaire une autre, maintenant qu'on y est. Pour avoir testé ce matériel Montessori, effectivement, il regroupe, il coche toutes les cases des conditions que l'on recherche. C'est clair. Et en ça, c'est un matériel d'une intelligence, pour moi, inégalée aujourd'hui, très clairement. Mais il est vraiment insuffisant. À Gennevilliers, je m'en suis mordu les doigts. J'ai malheureusement pas eu le temps de faire une recherche que j'ai commencé maintenant là, de ce qui compléterait ce matériel, voire ce qui le remplacerait, parce que par exemple, je vous dis, dans une classe de 2e, 3e maternelle, ça n'a plus sa place. Et vraiment, il m'a fallu du temps pour comprendre, parce que j'ai, comme beaucoup de personnes, insisté, puisqu'ils n'y arrivaient pas, les enfants de 2e maternelle, oui, ben on passe pas à la suite, parce que il faut que d'abord tu saches faire ça, sinon ça n'a pas de sens, c'est la progression. Bon. Sauf qu'il reste bloqué longtemps, quoi. Eh bien c'est la même chose qu'avec la lecture, c'est que c'est pas parce qu'ils ne savent pas le faire que c'est dans leur zone proximale de développement. C'est juste parce que peut-être profondément ça ne les intéresse plus du tout et que c'est un message pour nous qu'il faut passer à la suite et que c'est peut-être 2-3 semaines plus tard ou 2 mois ou 3 mois plus tard quand ils montreront à un petit ou quand ils viendront aider un petit qui ne s'en sort pas du tout avec ses cylindres, on se dira « Ah ben en fait, il savait le faire ». Donc on avait aussi, j'avais installé des activités pratiques, pour la plupart que j'ai retirées, notamment celle avec la paire de ciseaux violettes, c'était pour couper des fleurs. Il fallait apporter des fleurs constamment, puis c'était trop peu de temps passé à faire ça pour l'investissement. Enfin bref, on l'a retiré. Et puis il y avait un petit coin de géographie avec un globe, un planisphère. Oui, c'est tout ce qu'il y avait. Et puis derrière, il y avait des étagères avec des mathématiques, mais il y avait des plateaux qui étaient incomplets. Vous voyez, je ne respecte même pas ce que je dis. De mathématiques, il y avait peut-être 1 millier, 100. Voilà, le reste était en train d'arriver dans les commandes. Et il y avait des fuseaux, mais les enfants ne les utilisaient pas vraiment. On était encore trop en train de travailler sur les fonctions exécutives et ils n'en étaient pas du tout là. Et à côté, un petit coin bibliothèque avec des petits formats dessins qu'ils n'utilisaient pas encore. C'était trop compliqué pour eux à ce moment-là. Et puis, on avait vous voyez, des petites lettres rugueuses au fond, là, à côté des formats dessins avec les petits pots de crayon. Donc ça, c'est donc l'ère avec les activités pratiques, parce qu'à ce moment-là, vraiment, c'est ce qu'il fallait travailler. Et vous voyez que déjà, j'avais mis des tables individuelles. Et ça avait été issu de, pareil, longues heures de réflexion, parce qu'il n'y avait que des tables individuelles, mais il n'y avait pas assez de place pour les laisser toutes en individuel. 2 par 2 non plus, ça prenait trop de place dans la classe. Donc à un moment donné, il fallait quand même les mettre par 3 ou 4. Et j'ai trouvé ce système-là qui était pas mal, parce que finalement, on n'est pas tant sur une table collective que ça, parce que l'espace est bien délimité. Chacun a sa table. Ça change un peu les choses. C'est différent que d'une table avec un seul plateau et tout le monde partage. Là, on arrivait dans les présentations à faire comprendre aux enfants que voilà, ça c'est ton espace sur lequel les choses doivent être ordonnées. Ça c'est l'espace du copain, tu n'as pas à l'envahir, tu restes sur ton espace. Et ça apporte de l'ordre. On voit qu'il y avait des petits seaux aussi avec des tabliers pour les activités pratiques. Vraiment, si je devais recommencer, je ne m'embêterais pas comme ça. Hein. Je pense qu'on peut avoir 2-3 seaux, peut-être même de la même couleur. On peut faire des couleurs différentes associées au plateau. On peut faire ça. On peut aller jusqu'à dans ce détail-là. On peut le faire. Je ne sais pas si c'est nécessaire. Je me pose la question. En tout cas, si je devais refaire, si j'avais une classe, je ne le referais pas. Au moins pour tester ce que c'est trop compliqué. Les enfants, ça devient vraiment là, on pousse un petit peu le curseur trop à l'extrême de l'ordre là. Tablier, seau de la même couleur que le support. Bon, pourquoi pas hein. Je l'ai fait pendant 3 ans. Franchement, peut-être qu'on n'est pas obligé d'aller jusque-là.
On me dit souvent, mais Gennevilliers, vous avez eu beaucoup de budget, c'est normal, etc. Oui, c'est vrai, il y a eu 10 000 euros qui ont été donnés pour meubler. Attendez. C'est pas 10 000 euros de matériel effectif en classe qui ne bouge pas et qui est là avec les enfants. C'est que j'ai demandé cet argent-là pour tester des choses. C'est-à-dire que la plupart des choses que j'ai testées n'étaient pas en classe. En fait, c'est un budget de recherche. Avec ce budget-là, j'ai aussi acheté les meubles que la mairie ne voulait pas acheter. Donc, c'était des meubles Ikea, ça ne coûtait pas non plus grand-chose, mais c'est surtout que j'ai acheté beaucoup de matériel et j'en ai utilisé le tiers. Et c'est pour ça que je trouve très intéressant le travail que nous allons avoir, enfin que je vais avoir à faire là maintenant et que je vais vous soumettre. C'est une sélection de matériel par niveau d'âge en maternelle qui me semble incontournable. Parce que j'ai pu tester, me tromper, voir que ça ne fonctionnait pas. Et grâce à ce budget-là, mais ça, ce n'est pas un budget de classe. Les médias relaient des bêtises. J'avais prévu de vous montrer ici la vidéo de l'aménagement de la classe de Gennevilliers à la fin, la dernière année. Et en fait, vous savez quoi? Je ne vais pas le faire. Parce que non, et c'est un choix conscient, vraiment pris en pleine conscience là. Je ne vais pas le faire parce que je préfère le 30 mai ou le 25 juin, quand on se réunira, l'avant-dernière ou la dernière fois, projeter la vidéo d'une des classes ici, à partir de ce qu'on s'est dit. Parce qu'en fait, Gennevilliers, il y a trop de choses qui ne vont pas. Et je ne veux pas vous montrer ce modèle-là. C'est beaucoup trop incomplet et beaucoup trop montessorien. On me pose la question souvent des autres coins. Une fois qu'on a parlé du coin géographie, langage, maths, enfin, les classiques, on me dit, mais et les autres coins? Et quand on me dit les autres coins, souvent on pense au coin de jeux symboliques. Et je sais que c'est une question qu'on pose souvent. Qui se pose la question, qui se pose à soi-même la question, est-ce que je dois garder ou non mes jeux symboliques? D'accord. D'abord, c'est quoi? Qu'est-ce que ce sont les jeux symboliques? Ce sont des jeux qui permettent d'imiter et de développer le langage, la sociabilité. Et c'est ce qu'on dit, c'est ce qu'on lit. Or, dans les classes, vous n'êtes pas sans savoir que ça fait du bruit. Les classes sont petites. Alors oui, c'est quelque chose... effectivement, les enfants aiment se projeter dans des jeux de répétition, d'imitation, d'imagination. J'ai le sentiment qu'il y aurait quand même une dissociation à faire entre besoin d'imitation et besoin de développement imaginaire, de se raconter des choses, des histoires. Et là, il se trouve, je pense que les deux sont différents. Mais les enfants, n'ayant pas de motif d'imitation réel, c'est-à-dire ne pouvant pas vivre dans des environnements où ils peuvent s'occuper d'enfants plus jeunes, ils jouent à la poupée, ne pouvant pas participer à ce qu'ils réclament, faire la cuisine, faire la vaisselle, ils le réclament à cet âge-là. Eh bien, ils font semblant. En fait, j'ai le sentiment que les enfants, faute d'avoir des motifs d'imitation réels qui construisent chez eux des compétences socles, eh bien, se perdent dans du « on fait semblant » et qui part un peu en grand n'importe quoi. Quand on entend ce qu'ils se disent, ce n'est pas très constructif. C'est plus de la décharge. Peut-être aussi de la décharge d'une intelligence qui n'a pas son compte. Je crois qu'il faut donc dissocier les deux et s'occuper à donner aux enfants des motifs d'imitation réels. Et il est très fort probable, en tout cas c'est ce qui s'est produit à Gennevilliers, il laisse après ces coins poupées, ces coins, il laisse ça de côté parce qu'ils vont
ils s'occupent des enfants, ils s'occupent de faire leur snack eux-mêmes. Ils vont les couper des légumes en plastique. Et tiens, prends-en et mange. Mais c'est une insulte à leur intelligence. Vous savez, c'est même pas de l'imitation qu'ils font. On appelle ça imitation. Mais c'est juste qu'ils cherchent à exprimer à l'extérieur ce qui s'est préalablement encodé à l'intérieur. Parce qu'ils ont vu, parce que par le canal sensoriel, ça a créé des connexions synaptiques, une spécialisation culturelle qui demande à s'exprimer. Et nous, qu'est-ce qu'on leur donne? Des jouets en plastique? Mais remarquez bien ce qu'on fait quand on donne le jeu en plastique. Ils ont d'abord été chercher l'assiette en porcelaine d'abord. On leur dit « Non, tata Dinette ». C'est comme ça que ça s'est passé. Et donc, du coup, les deux se mélangent. Parce que la recherche a montré que permettre aux enfants de s'évader dans des histoires qu'ils se racontent, de jouer aux petits mousquetaires, je sais pas, dehors, en grimpant aux arbres, ou se raconter des histoires avec des petits bonhommes, tout ça, ça a montré que ça développe la créativité, voire même les fonctions exécutives. Et c'est peut-être ça dont ils ont besoin, qui doit réintégrer nos classes, qui intègre déjà notre classe, qui est déjà là, mais peut-être auquel on doit faire une plus belle part. Je pense notamment aux jeux Grims. C'est juste un début de réflexion. Mais les jeux Grims, avec les magnifiques constructions sensorielles qu'ils permettent, avec des petits bonhommes en bois qu'on peut faire vivre, les enfants se racontent des histoires, mais ça reste constructif. De ce que j'ai observé, dans ces activités-là, ça reste ordonné et constructif. Ils se racontent des jolies histoires, ils se racontent des choses, et là, il se passe des choses. Ce n'est pas la décharge de la poupée qui prend une engueulade, vous voyez ? Donc, pour répondre à la question, est-ce qu'on doit garder les jeux symboliques ? Je ne peux que vous dire ce que j'aurais tendance à faire, moi, si aujourd'hui je devais avoir la charge d'enfant. Je donnerais des motifs d'imitation réelle dans la classe, avec les classes qu'on a, parce qu'elles ne sont pas si grandes que ça avec tout ce qu'on a proposé aux enfants. Je laisserai des coins avec des petits endroits, genre de choses Grimm, avec des petits bonhommes. Voilà. Une fois avoir construit quelque chose, un château avec un grand plan de montage, ils peuvent faire des petites choses avec. Mais enfin, je pense que l'intelligence aura été tellement nourrie qu'après, ils seront dans des choses constructives. Et en dehors de ça, dans la cour, eh bien, mettre avec des objets récupérés, des déguisements, eh bien, quand ils sont en récréation, libre cours à l'imagination. Et tout ça doit être encadré, accompagné, bien évidemment. Et je pense que là, on arrive sur quelque chose qui n'est pas trop, qui serait pas mal pour les enfants, qui répondrait à leurs besoins. Faut-il un bureau ? C'est que là, aujourd'hui, on se pose les bonnes questions. Hein. On est là pour parler des choses importantes. Évidemment, si on avait des salles de 100 mètres carrés, vous pensez bien qu'on aurait un bureau, une armoire et peut-être même une salle de bain à côté pour nous. Évidemment. Le problème, c'est qu'on est tellement contraints et que l'espace qu'on prend, on le prend aux enfants qui sont déjà entassés. Donc bien évidemment qu'on a besoin d'un bureau pour s'asseoir aussi avec des chaises qui sont à notre hauteur. Oui, bien sûr, oui. Mais il faut faire des choix. Après, chacun de faire le sien. On peut tout à fait se garder une petite table avec un petit casier, juste prendre un petit peu moins d'espace aux enfants, mais être suffisamment confortable, avec une petite étagère murale fermée, avec nos petites affaires, notre réserve de petites choses pour la classe, je ne sais pas. Mais fermée, les enfants n'ont pas besoin de voir ça. Ça n'a pas besoin d'être étalé à leur vue. Une décoration épurée. La recherche a montré, et continue de s'intéresser à ce sujet-là, que l'environnement, notamment la décoration, l'éclairage aussi, favorise ou non la focalisation de l'attention. Et une classe chargée distrait les enfants. Ils focalisent moins leur attention. Conséquence, leurs apprentissages ne sont pas aussi conséquents que ceux d'enfants qui sont dans des classes plus épurées. Ça a été montré. Hein. Donc vous voyez, je vous dis, la bienveillance, elle est là aussi. Je vous
invite vraiment à avoir un petit tabouret pour vous. Pourquoi ? Pourquoi ? Pour vous et peut-être pour l'adulte qui viendra dans la classe visiter ou pour le ou la logopède qui sera là pour une demi-heure ou 1 heure. Parce que quand les enfants sont en activité à leur table, quand ils sont à leur table, et que vous venez pour leur faire une présentation, c'est tellement plus ordonné d'avoir son petit tabouret que les enfants vous apportent ou que vous allez chercher qu'une grosse chaise, ou même une chaise d'enfant. Vous savez, ces chaises avec les pieds en métal, là, vous avez ça, vous aussi, en Belgique ? Bon, c'est affreux, ça fait du bruit, c'est moche. Plutôt de déplacer cette chose. Parce qu'en plus, quand on déplace une chaise, qu'est-ce qu'on fait quand on la met à côté ? Eh bien, les enfants, que vont-ils faire ? Ils vont faire la même chose. Et on va se retrouver avec une classe complètement... Comme c'est petit, on est obligé de demander des choses ordonnées. On est obligé d'avoir des comportements ordonnés. Si c'était plus grand, peut-être qu'on lâcherait un peu prise là-dessus. Mais si on ne fait pas attention à ce genre de détails, on se retrouve vite, au bout de 10 minutes dans une classe, avec des chaises partout, en plein milieu du passage. Et comme les chaises sont en plein milieu du passage, et bien évidemment, les enfants ne rangent plus leurs chaises. Et comme ils ne rangent plus leurs chaises, ils ne font plus attention à comment ils marchent. Donc, ils marchent sur les tapis. Donc, il y en a un qui crie parce qu'on y a marché sur son... Vous voyez, c'est un cercle vicieux dans des espaces si petits. Il faut avoir cette rigueur-là, tant qu'on n'a pas encore des classes plus grandes. Donc les petits tabourets, vraiment c'est un détail, mais ça fait la différence. Et du coup, pour les enfants, je vous invite à faire de même, à avoir 2 tabourets ou 3 identifiés pour eux, qu'ils vont chercher quand ils vont aider un camarade qui est à sa table, assis à sa chaise, est en train de faire une activité, il a besoin d'un petit peu d'aide là, et donc un copain vient l'aider, il prend un tabouret, il se met à côté, comme nous le faisons. Ça reste ordonné. Ce sont les tabourets qui sont à côté des tables. Des tapis un peu rigides. C'est quand même vraiment plus intéressant que les tapis tout mous, parce que ça donne plus d'ordre, et puis les enfants peuvent les dérouler plus facilement. Un tapis qui en coton, les enfants, vous le savez, si vous en avez dans vos classes, pouf, ils le jettent comme ça. Un tableau ligné. Un panneau pour qu'un enfant puisse écrire, vous voyez la date par exemple. Donc ça serait la moitié de la table, comme un peu plus, du 110 sur 80. Un planisphère, une carte du monde, ça me semble quand même assez indispensable. Mais pareil, déshabillé de tous ces petits animaux qui pourraient être là en train d'appeler l'attention de l'enfant, je ne sais où, sur le contour de la carte. Une carte, on veut juste une carte. Eh bien, c'est difficile à trouver. C'est comme des lettres normales, c'est difficile à trouver. Une frise numérique, je pense que pour moi, c'est incontournable en maternelle. Mais attention, frise numérique, pas jusqu'à 30. Hein. Si elle peut faire le tour de la classe, avec les photos des enfants. Des plantes. Et vous savez quoi ? Eh bien, ça sera dans ma liste des indispensables. Parce que je crois que c'est vraiment indispensable. Observation. Ça, c'est compliqué, attention. En fait, ça invite au désordre par 2 biais. Premièrement, ça invite au désordre parce que les enfants ne vont pas choisir d'activité, ils ne savent pas ce qu'il y a dans les plateaux. Donc, ils ne vont pas être appelés vers une activité. Donc, ils vont errer. Désordre. Deuxième biais de désordre. Admettons qu'il ait la bonne idée d'aller regarder quand même ce qu'il y a dans le plateau et ils disent « Ah tiens, quand même, c'est intéressant finalement. » De l'extérieur, ça n'avait pas si l'air que ça intéressant, mais en fait, ça l'est. Je prends l'activité. Et une fois qu'il fait son activité, qu'est-ce qu'il risque de faire quoi ? Il remet tout dans le plateau, plaf. Et à quel moment il travaille ses fonctions exécutives au moment de ranger le plateau ? Les tiroirs opaques dans lesquels on met des activités, clairement, je viens de prononcer le mot en fait, c'est opaque. C'est opaque. Vous avez mis une barrière entre l'enfant et l'activité. Vous allez devoir ramer encore plus pour qu'il utilise ses activités. Vous l'avez fait tout seul. Je vous assure, retirez ça, sauf pour les jeux de construction, peut-être, il y a des choses... mais j'ai vu des classes où c'était partout comme ça. Mais même nous, adultes, on ne comprend pas ce qu'il y a dans les tiroirs. On ne voit pas.
Alors même si c'est bien rangé dedans, ça reste opaque. Bon, là, on voit bien qu'il y a beaucoup de choses accumulées là-dedans, mais qui sont des choses qui font sens. Je n'en doute absolument pas. On sent que c'est du travail, des fichiers accumulés, des choses qui sont là, qui sont toutes très intéressantes. Mais juste, si nous n'avons pas le temps de faire du tri quand nous avons autant de choses comme ça qui sont dans les classes d'enfants, juste peut-être mettre un voile ou quelque chose. Le temps de ranger, de trier.